Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence annuelle. Et au départ, je tiens à remercier, à féliciter les organisateurs qui ont voulu, contre vents et marées, que ces rencontres ô combien savoureuses et agréables et intéressantes et stimulantes puissent avoir lieu. Le sujet sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui est la relation qu'il peut y avoir entre le local et le global. Alors bien évidemment, la perspective d'un physicien, d'un savant scientifique n'est pas tout à fait la même que celle d'un philosophe, mais nous verrons que nos démarches respectives peuvent se recouper et s'enrichir l'une l'autre. C'est très difficile de penser la notion du local et du global et de comprendre ce qu'elle signifie au niveau philosophique. Et en réfléchissant sur cette relation du local et du global, je suis arrivé à la proposition de pensée que je vous soumets maintenant. Je crois que la connaissance humaine est confrontée au problème très difficile d'essayer de relier ensemble, d'une part, le chaos et d'autre part, l'harmonie. L'harmonie est liée aux éléments intellectuels qui sont les nôtres. Nous savons que le cerveau a une propension à l'unité, le cerveau a une propension à l'ordre, euh, et par ailleurs, le monde autour de nous est marqué par la diversité, la multiplicité, le changement, le chaos apparent. Et donc, tout le problème, c'est d'essayer de réunir, d'une part, la diversité, le chaos du monde extérieur, avec d'autre part nos capacités intellectuelles rationnelles et unificatrices, de manière à transformer ce qu'on peut appeler le réel en un réel intelligent, on veut dire un réel spirituel. Le problème, c'est que c'est très difficile de relier ensemble le chaos apparent, la diversité, avec d'autre part nos tendances intellectuelles unificatrices. Et pourtant, miracle de l'intelligence humaine est parvenue à construire des ponts, des relations entre, d'une part, le chaos physique et puis d'autre part, les éléments intellectuels. Et c'est là qu'intervient le local et le global. Qu'est-ce que l'intelligence humaine a inventé pour pouvoir réconcilier le chaos et l'intelligence? Elle a inventé trois choses: le local, le global et surtout, et j'insiste là-dessus, le fait de ne jamais réduire le local au global et le global au local, mais de maintenir vivante et ouverte l'impossibilité de les réconcilier. Et je crois que c'est ça qui me paraît important et aussi qui a au fond euh, une, une incidence sur la relation entre le chaos et l'intelligence. Nous croyons que la connaissance procède par réduction. En fait, la connaissance progresse par contradiction, respect des paradoxes et ne jamais atténuer les tensions ni vouloir les réduire. Qu'est-ce que c'est que le local et qu'est-ce que c'est que le global? Le local et le global, c'est une expérience très concrète, très charnelle de moi ici et maintenant
et de moi à l'intérieur du tout de la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qui relie le local et le global? Ce qui relie le local et le global, c'est ce qui n'est pas nommé, à savoir nous, le sujet pensant, qui est capable d'être ici et maintenant en se localisant ici et maintenant, mais qui est en même temps dans le local et le global. Et là, nous voyons qu'il y a une possibilité de relation entre le monde physique, le monde humain et le monde intellectuel à partir du moment où intervient le sujet de la connaissance qui dit je, qui dit moi, et qui va jouer avec, d'une part, le physique et d'autre part, l'intellectuel, en transformant ceci avec les notions de local et de global. Et donc, à partir de là, je voudrais montrer trois choses. Je voudrais d'abord parler, cette fois-ci en termes philosophiques généraux, de ce que c'est que l'expérience de la rencontre entre le local et le global. Ensuite, je parlerai des anciens, de Pythagore et de Platon, en évoquant rapidement la manière dont ils ont pensé le local et le global. Et je parlerai des stratégies contemporaines pour essayer de penser le local et le global à partir du point de vue chez Leibniz de la finesse chez Pascal et en même temps de ce que j'appellerais la rupture épistémologique chez Bachelard. Je crois que d'abord, l'expérience de la relation entre le global et le local est une expérience humaine extrêmement forte et qui est marquée par les expériences du sacré, de la beauté et en même temps de la liberté. L'expérience du sacré, je la prends comme expérience d'une présence absolue à ce qui est. Expérience de présence absolue à ce qui est, ça donne quoi? Bien, ça donne le fait que je suis ici et maintenant très enraciné dans ce que je vis et en même temps, j'ai le sentiment de participer cosmiquement, peut-on dire, au tout dans lequel je suis. Et je vis simultanément le rapport au tout et le rapport ici et maintenant à ce que je suis. C'est-à-dire que dans l'expérience du sacré, le local et le global ne s'opposent pas. Pour traduire cette expérience du sacré, je crois qu'on peut prendre l'expérience de la poésie, de l'instant poétique de l'existence, où, étonnamment, miraculeusement, tout en étant ici et maintenant, j'ai le sentiment de pouvoir être partout et de participer à tout. Et là, je crois que nous avons affaire à une expérience humaine, poétique, philosophique extrêmement profonde. Je pense que c'est dans ces moments de communion cosmique que nous nous ouvrons à la connaissance et je crois que si les hommes se sont mis à réfléchir et à aller dans la science, c'est qu'ils ont eu le sentiment que la réalité n'était pas des objets indifférents, mais que la réalité était une expérience intellectuelle, morale, métaphysique extrêmement profonde. Et c'est ce qui fait qu'il y a de la connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la connaissance? S'il y avait une matière inerte, indifférente qui ne dit rien, il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de civilisation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une expérience de la connaissance et de la civilisation? C'est que le réel n'est pas ce que l'on croit. Le réel, ce ne sont pas des choses inertes qui est totalement indifférente et muette. Le réel, c'est un réel qui parle, c'est un réel qui me parle, c'est un réel qui me touche en profondeur et en particulier qui me donne une expérience forte de ce que veut dire vivre ici et maintenant et en même temps en étant partout. Une deuxième expérience me paraît aller dans le même sens, c'est que l'expérience de la beauté. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la beauté? L'expérience de la beauté est la coïncidence fulgurante
que je peux expérimenter entre un sentiment d'harmonie ici et maintenant et en même temps un sentiment d'harmonie beaucoup plus vaste. Et là, j'ai le sentiment quelque part que ce que je vis est étonnant, c'est beau ici et maintenant, mais parce que c'est beau ici et maintenant, ça pourrait être beau partout. Et l'un va avec l'autre. Et là, il y a sans que le global ne se ramène au local ou que le local se ramène au global, je dirais qu'il y a coïncidence fulgurante entre le local et le global qui crée le côté étonnant de la beauté. Et c'est ce qui fait qu'à la fois je peux en parler, je ne peux pas en parler, parce que c'est ici et ça n'est pas ici, parce que c'est maintenant et ça n'est pas maintenant, parce que c'est de ce temps et de cet espace, et en même temps c'est quelque part de l'ordre de tous les espaces et de tous les temps. Je crois que l'expérience extrêmement profonde, qui est de regarder le ciel la nuit, nous donne ce sentiment de coïncidence fulgurante entre quelque chose qui est de l'ordre d'une harmonie infinie et en même temps d'une harmonie extrêmement incarnée ici et maintenant. Troisième élément, il y a l'élément de la liberté. L'élément de la liberté, c'est que, je dirais, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres humains ici et maintenant, localisés par notre carte d'identité avec la date de notre naissance et en même temps le lieu de notre habitation. Donc nous sommes extrêmement identifiés et localisés. Et en même temps, qu'est-ce que l'expérience humaine de la liberté? C'est de savoir qu'un être humain ne se réduit pas à sa carte d'identité. Et que l'expérience humaine va beaucoup plus loin. Quand nous avons des expériences humaines fortes, nous avons le sentiment que cette expérience dépasse l'individu et elle parle à tous les hommes et elle parle à tous les temps. Et la caractéristique, je dirais ici de l'ordre de la pensée, c'est que les grandes pensées sont des pensées à la fois situées quelque part dans le temps et l'espace et en même temps, ce sont des pensées valables pour tous les temps. Et je crois que l'un va avec l'autre. Il y a toujours quelque chose qui m'a fait un petit peu réagir. C'est ce que j'ai entendu chez certains bouddhistes qui disent que on dépasse la véritable conscience, dépasse l'espace et le temps, et ils disent nous sommes au-delà des formes, au-delà de toutes les cultures, au-delà de toutes les idéologies, de toutes les philosophies, de toutes les sagesses, de toutes les religions. Bien, mais je m'aperçois que celui qui dit cela, c'est quand même quelqu'un qui est situé quelque part dans l'espace et de le temps, et il peut parler ainsi du dépassement de l'espace et de le temps parce qu'il est quelque part situé historiquement ici et maintenant. Je pense que s'il était situé nulle part, eh bien, il ne pourrait pas parler de l'universel. Et je crois qu'il est très important ici, dans la dialectique de l'humanité, de l'île et liberté, de maintenir ensemble la tension paradoxale qui consiste à dire que être un être humain, c'est toujours être un être humain situé ici et maintenant, et en même temps, c'est un être humain qui ne se limite pas à sa situation ici et maintenant. Nous apercevons ici, à l'occasion de la liberté, de la nécessité de penser la notion de localité et de globalité et de ne pas réduire la relation qu'il y a entre les deux. Or, je m'aperçois qu'il y a sans arrêt une tentation de réduire celle-ci, soit on ramène les choses à la particularité et on ne veut pas entendre parler de la globalité, on est crispé sur sa particularité, ou alors on se veut immédiatement citoyen d'une universalité totalement abstraite qui serait inscrite nulle part, en oubliant ce que l'on doit à notre inscription, à notre détermination. C'est pour ça que, quelque part, je me suis jamais senti mal à l'aise avec le déterminisme et j'ai toujours considéré que le déterminisme n'était absolument pas contradictoire avec la liberté. Au contraire, c'est parce que je suis un être humain déterminé ici et maintenant dans ce lieu qui est le mien, avec la culture qui est la mienne, avec le corps qui est le mien, que je peux penser. Si j'étais dans l'indétermination totale,
je ne pourrais pas être l'être humain que je suis. Mais en même temps, l'expérience de la pensée, c'est l'expérience extraordinaire que les choses les plus profondes de la vie, les choses les plus grandes et les plus belles sont quelque part quelque chose qui dépasse le champ culturel. Je m'aperçois que la pensée des Grecs nous parle toujours, je m'aperçois que la pensée du XVIIe siècle nous parle toujours et qu'elle n'est pas enfermée dans son champ culturel avec des champs culturels qui seraient hétérogènes les uns aux autres, ne pouvant communiquer les uns avec les autres. Donc je crois qu'il faut tenir ici ensemble les deux, et c'est l'intérêt de penser ici le local et le global que de maintenir ensemble la tension entre les deux. Alors, premier élément, donc, les expériences de la beauté, du sacré, de la beauté et de la liberté nous permettent de comprendre comment, à l'intérieur d'expériences fortes, il y a toujours une relation entre le local et le global. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de mentionner ici quand même les pensées de Pythagore et de Platon. Ce qui est intéressant chez Pythagore et chez Platon, c'est qu'ils ont été très vite confrontés à la nécessité de devoir penser et harmoniser ensemble le local et le global. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à penser le monde et donc à articuler les éléments intellectuels qu'il y a dans notre cerveau avec, d'autre part, les éléments divers et presque chaotiques de la réalité. Or, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est ce qu'a compris la trouvaille de Pythagore, qui est liée à sa trouvaille de la divine proportion. Qu'est-ce que montre Pythagore? Quelque chose que Platon va reprendre. C'est comment harmoniser ensemble le petit, le moyen et le grand. Il est possible d'harmoniser ensemble le petit, le moyen et le grand, c'est-à-dire le local et puis le global, eh bien, en montrant que le moyen est au petit ce que le grand est au moyen. Et qu'à l'intérieur, à partir du moment où on fait intervenir des relations, on peut mettre en relation des choses qui auparavant n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas, je dirais, harmonisables. Et là, c'est l'intérêt, si vous voulez, de faire rentrer les choses dans un rapport et de permettre de comprendre, en particulier en faisant intervenir un moyen terme entre le petit et le grand, de pouvoir à un moment réconcilier les petits et le grand grâce à un rapport à un moyen terme qui permet de mettre en relation le petit et le grand à travers l'idée que le moyen est au petit ce que le grand est au moyen. Donc, d'une certaine manière, cela veut dire que sous certains rapports, le moyen est à la fois petit et grand. Et une même chose peut être à la fois petite et grande. Une même chose peut être à la fois locale et globale. Et là, il y a tout un travail à faire sur l'intelligence humaine et la capacité qu'a celle-ci de pouvoir se déployer grâce au fait de faire intervenir un moyen terme à l'intérieur d'éléments hétérogènes ensemble, permettant d'établir des comparaisons. Et au fond, c'est ça qui nous permet d'être intelligents. Qu'est-ce qui nous permet d'être intelligents? C'est de forger une représentation dans lesquelles, à un moment, on peut établir des comparaisons, et à l'intérieur de ces comparaisons, on s'aperçoit que des éléments hétérogènes jouent un rôle compatible les uns avec les autres parce qu'ils font vivre les comparaisons et ils font vivre la représentation à partir de là. Et qui est-ce qui va se saisir de cela? C'est Platon. Platon, dans la République, va se saisir de la loi de Pythagore, la divine proportion, pour établir une relation entre le corps, la cité et le cosmos. Platon disant que la cité est au corps ce que le cosmos est à la cité.
Et là, nous avons affaire à une intériorisation absolument géniale de la part de Platon. Pourquoi? Parce que ça permet, à travers la cité politique, de réconcilier quelque chose qui est de l'ordre du corps individuel avec, d'autre part, le corps cosmique, donc le corps local et le corps global, permet de communiquer à l'intérieur du politique. Et nous comprenons ici pourquoi Platon a conféré à la cité une dimension métaphysique. Pourquoi Platon a conféré à l'homme une dimension métaphysique, c'est-à-dire si nous tenons compte de l'homme entre le corps individuel et le corps cosmique, nous pouvons à un moment établir une relation entre le corps humain individuel global, local avec le corps cosmique global grâce à la cité qui est capable d'harmoniser les deux. Et donc, c'est le sens ici de la République, qui est un livre politique, mais qui est un livre de métaphysique, et dans lequel il s'agit de penser à travers la cité la capacité de pouvoir harmoniser les contraires. Donc nous avons ici quelque chose de tout à fait intéressant et qui est lié à l'héritage des anciens. Les anciens, à travers la proportion, à travers en même temps la cité, ont trouvé des moyens pour pouvoir harmoniser les êtres humains avec le cosmos et entraîner, si vous voulez, quelque chose qui est extrêmement stimulant pour l'intelligence, c'est d'apercevoir que, par exemple, il y a quelque chose de charnel dans le cosmos et il y a quelque chose de cosmique à l'intérieur du corps. Et là, ça nous ouvre des perspectives de méditation et de réflexion extrêmement profondes, parce que ça permet d'ouvrir le corps sur le cosmos, et ça permet également d'intérioriser le cosmos à l'intérieur du corps, qui fait qu'on a une sorte de circulation entre le local et le global et le local, qui est extrêmement importante pour la connaissance. Et en particulier, nous verrons que, vous voyez, par exemple, si très vite en médecine, on se rend compte que si nous utilisons des éléments minéraux que nous mettons dans notre corps pour pouvoir rééquilibrer notre corps, c'est parce que nous avons le sentiment, parce que ça a été travaillé à travers les siècles, qu'il y a une relation entre le cosmos, les minéraux, et puis ce qui peut se passer à l'intérieur du corps, et que l'un permet de favoriser les équilibres des autres. Dernier élément dans le parcours de pensée que je vous propose, je crois important de voir comment se pense aujourd'hui dans notre monde la relation du global et d'autre part du local. La cité, l'homme intervient à l'intérieur de la connaissance à travers des expériences fortes, le sacré, la beauté, la liberté. L'homme intervient à travers la relation entre le global et le local, à travers la cité dont parlent les anciens. L'homme intervient également dans la relation entre le local et le global à travers l'individu, qui est la grande notion moderne et qui bouleverse la connaissance et lui permet un enrichissement tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle au niveau de la connaissance? Au XVIIe siècle, Descartes découvre qu'à un moment, les sources de l'objectivité scientifique se trouvent pour lui dans le sujet pensant, car lorsque le sujet pense, il est présent à ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait, et parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, il est beaucoup plus rigoureux dans sa manière de penser que lorsqu'il se contente d'appliquer une règle logique. Ce qui est prodigieux dans la vision du savoir chez Descartes, c'est que celui-ci a compris l'importance de la conscience, et en disant l'importance de la conscience est plus logique que la logique, parce que lorsque je me contente d'appliquer une règle, je ne pense pas forcément la règle. Paresseusement, je suis la règle et je pense que parce que je suis la règle, je suis logique. Je suis logique, non pas parce que je règle, je suis une règle, je suis logique parce que je suis conscient de ce qui se passe. Et alors, quel est le problème? Quel est le problème que soulève les Descartes? Le problème que soulève Descartes, c'est
tout d'un coup l'apparition du sujet à l'intérieur du savoir et se pose la question comment articuler le sujet avec le global, avec la nature, avec l'ensemble. Alors je crois qu'à partir de là, il y a eu il y a trois stratégies pour essayer de penser d'une part l'accord entre l'individu et puis d'autre part la, le global. Première stratégie qui est assez géniale, c'est celle de Leibniz dans la monadologie, ou avec la notion de point de vue. Qu'est-ce que découvre Leibniz? Le coup de génie de Leibniz, c'est de dire le monde est chaotique autour de nous. Oui, pourquoi est-ce que le monde est chaotique? Le monde est chaotique parce que le monde est extraordinairement riche. Il est riche de quoi? D'une multiplicité d'individus. Et qu'est-ce qui caractérise ces individus? Ces individualités sont liées à des points de vue. Et de leur point de vue, elles perçoivent l'univers entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'à travers cette vision élaborée par Leibniz, qui va être un développement de l'individu et du point de vue individuel, qu'est-ce que montre Leibniz? Plus l'individu se développe, plus il est capable d'avoir une vision globale. Et plus il est capable d'étendre cette globalité. Donc, partons de l'individuel pour aller vers le global. Et nous comprenons ici quelque chose qui va s'articuler avec l'empirisme, un empirisme inspiré, totalement génial, disant, mais si vous voulez aller dans le global, le plus court chemin pour aller de l'individuel au global passe par l'individuel et par l'approfondissement de l'individuel. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que nous avons ici des modes d'enrichissement extraordinairement modernes. Qu'est-ce qui caractérise le monde moderne? Ce qui caractérise le monde moderne, c'est que la métaphysique ne se trouve plus au-delà de l'espace et du temps, mais la métaphysique se trouve quelque part dans l'espace et le temps. Et dans l'espace et le temps, elle se trouve dans l'empiricité. Et l'empiricité veut dire, mais si nous faisons des expériences humaines, personnelles, individuelles, empiriques de ce qui existe, mais nous allons faire des découvertes tout à fait extraordinaires. Et quelque part, plus nous allons aller dans l'individuel, plus nous allons aller dans le global. Et là, je crois qu'effectivement, nous comprenons pourquoi, par exemple, Russell a été fasciné par l'expérience de Leibniz, parce que, bien évidemment, Leibniz ouvre la voie à un empirisme créateur. Deuxième élément qui me paraît très important, c'est Pascal. Pascal avec la notion de finesse. Dans Merveilleuse pensée, Pascal distingue l'esprit de géométrie de l'esprit de finesse et il montre que l'esprit de géométrie est la capacité d'aller du local au global et l'esprit de finesse, c'est la capacité d'aller de global à local, au local. Et qu'est-ce que montre Pascal? Pascal montre que l'esprit est beaucoup plus spirituel dans la finesse que dans la géométrie. Pourquoi? Parce que l'esprit va nous amener dans la relation entre le visible et l'invisible, ce que la géométrie n'est pas capable de faire. La géométrie nous permet remarquablement de passer de l'individuel au global, mais elle reste quelque part ancrée dans le globe. Elle ne dépasse pas le globe. La globalité est quelque part prisonnière du global et du globe et ne permet pas d'aller dans les profondeurs de ce que Pascal présente, à savoir quelque chose, une source extraordinaire de la réalité qui est perceptible par la notion de l'impalpable et de l'invisible. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la finesse? L'expérience de la finesse, c'est l'expérience de la sensation profonde qui fait qu'à un moment, je vais rentrer dans les choses que je sens, dans la finesse des choses que je sens, et tout d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose d'impalpable et d'imperceptible à l'intérieur de l'existence, d'insensible, mais qui est la source même de l'existence, parce qu'en même temps, c'est l'ultra-existant. Voilà, nous sommes
vivant sur le fond d'une ultra-existence qui existe derrière les phénomènes, et c'est ça qui nous permet de comprendre la réalité dans laquelle nous sommes. Quand est-ce que nous comprenons quelque chose dans la réalité que nous vivons? Nous comprenons quelque chose quand nous sommes quelque part émerveillés, sidérés par le fait à la fois de pouvoir exister et d'être en même temps dans un univers vertigineux. Et là, nous retrouvons une notion du rapport entre le global et le local à travers l'expérience tout à fait extraordinaire d'être ici et maintenant dans la finesse et en même temps de transcender l'existence vers l'ultra-existence. Et je terminerai mon propos en disant que, au fond, le Bachelard réfléchissant sur la physique quantique et la relativité s'aperçoit que, c'est des choses que vous connaissez bien évidemment mieux que moi, qu'il y a un énorme paradoxe dans la physique contemporaine, c'est le fait que ce qui se passe au niveau global dans la théorie de la relativité et qui met en place une vision du monde totalement déterministe développée par Einstein, n'est pas transposable dans le monde microphysique où là, quelque part, le principe de causalité est remis en question par la production de la lumière qui échappe à la prévisibilité. C'est-à-dire que quelque part, au niveau global, nous vivons dans un univers extrêmement déterminé et au niveau local, nous vivons dans un univers au contraire totalement imprévisible. Et le problème est suivant, comment articuler ensemble la vision microphysique marquée par l'indétermination, puis d'autre part, ce qui se passe au niveau global, macroscopique, par la détermination. Et ce qui est intéressant chez Bachelard, c'est de dire qu'au fond, bonne nouvelle, nous retrouvons ici ne cherchons pas à réconcilier les choses. Pourquoi? Parce qu'il fait intervenir un troisième élément tout à fait étonnant dans la manière de percevoir la connaissance, c'est le fait de dire que l'univers n'étant pas homogène entre le macroscopique et le microscopique, pour pouvoir penser le monde, nous sommes obligés de nous révolutionner, changer notre culture, et nous sommes obligés de devoir parfois aller dans le sens du déterminisme et parfois contre le déterminisme, mais également dans le sens de l'indéterminisme et finalement contre l'indéterminisme. Et ce qui frappe Bachelard, c'est la nécessité, au fond, pour l'esprit scientifique de se rénover. Révolutionner veut dire rénover. Et là, il y a un point de relation entre le macroscopique et le microscopique qui serait lié à la notion de nouveauté. Quelle est finalement la bonne nouvelle de la physique contemporaine? C'est de nous mettre non pas en face d'un univers homogène qui serait partout pensable par une pensée qui pourrait être la même partout, mais au contraire un univers extraordinairement riche qui nous demande de nous révolutionner pour pouvoir penser la nouveauté. Et donc, je crois que nous retrouvons ici la notion du local et le global. Comment penser le local et le global aujourd'hui? Eh bien, penser le local et le global, c'est certainement retrouver les magnifiques expériences du sacré, de la beauté et de la liberté. C'est certainement penser l'harmonie, la proportion qui a été pensée par les anciens. C'est également intérioriser les notions de point de vue, de richesse, de finesse dont parle Pascal, mais c'est aussi peut-être nous aventurer vers quelque chose d'incroyable, c'est peut-être de penser que l'univers nous montre la réalité d'une extraordinaire nouveauté et que nous n'avons pas fini de nous émerveiller. Je vais m'arrêter là en vous remerciant pour votre attention. Merci pour cette intervention tout à fait passionnante. Je vais laisser maintenant la parole à Gilles, donc, qui va lui donner un point de vue de physicien sur ces notions. Bien, merci. Je vais partager mon écran. Voilà. Je voulais d'abord remercier M. Vergelli pour son exposé que je l'ai trouvé absolument magnifique. Et je dois dire que
En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a mis la barre très très haut pour ce que je vais essayer maintenant de dire. Donc, moi, je vais prendre un point de vue de physicien, mais je m'aperçois qu'il n'y a vraiment pas de contradiction avec ce que nous venons d'entendre. Je vais essayer de me mettre à la hauteur de ce qui a été dit. Donc voilà ce qui se passe, c'est que en à peine un siècle, un petit peu plus qu'un siècle, on a vu apparaître deux théories, deux nouvelles disciplines qui n'existaient pas jusque-là ou qui n'étaient que des petits balbutiements. La physique de la structure la plus profonde de la matière et la physique de l'univers qui est en gros le plus grand tout qui puisse se concevoir. Et il se trouve que ces deux disciplines, donc, qui sont toutes jeunes, ont fait en à peine un siècle des progrès absolument fulgurants. Et donc, je vais essayer de vous en parler un peu en vous montrant que justement, cette tension, cette dialectique, je dirais, entre le local et le global, eh bien, on la voit à l'œuvre dans ces deux disciplines, la physique des particules, au plus profond de la matière, hein, et la cosmologie au, au point le plus lointain que l'on peut imaginer. Alors, je vais d'abord dire quelques mots de la physique des particules. Et la théorie qui a permis de faire ces très grands progrès, c'est la théorie quantique des champs, qui se fait avec un formalisme qui a été complètement renouvelé au milieu du XXe siècle par Feynman, qu'on appelle l'intégrale de chemin. Je vais essayer de vous faire percevoir un petit peu. C'est vraiment un aperçu hein, que je peux donner ici. Alors, cette théorie fait intervenir la notion de champ. Un champ, c'est une entité globale, c'est-à-dire qui est étendue à l'ensemble de l'espace-temps, à l'ensemble de l'univers finalement, mais qui ne manifeste son existence que localement. Le champ manifeste son existence si on y interpose quelque chose qui réagit à ce champ. Alors, j'ai pris cet exemple, l'exemple le champ magnétique. Vous avez un aimant qui est derrière une feuille de papier sur laquelle vous avez répandu de la limaille de fer. Eh bien, l'existence du champ se manifeste localement. Les éléments de la limaille de fer, c'est des petits aimants qui vont s'orienter le long des lignes de force. Et donc, vous avez cette limaille de fer qui vous fait voir les lignes de force, qui vous fait voir le champ. Alors, ce champ, c'est Einstein qui a amené vraiment la réflexion sur cette notion de champ. Il l'explique bien dans un livre de vulgarisation de la physique qu'il avait fait dans les années 30 hein, avec Infeld. Et il compare les lois de Newton aux théories des champs, aux lois des champs. Voilà ce qu'il dit, les lois de Newton rattachent les événements ici aux conditions là, un endroit qui peut être à une très grande distance d'ici. Alors que le champ, ici et maintenant, dépend du champ immédiatement voisin à un instant immédiatement antérieur. Et donc ces équations, les équations de la théorie du champ, nous permettent d'accroître notre connaissance du champ par de petits pas. Voilà, c'est cette idée que je trouve aussi, et je pense qu'on peut très bien trouver une relation avec ce que nous avons entendu précédemment. Alors, l'intégrale de chemin, alors là, c'est une idée qui a été, c'est une reformulation de la physique quantique qui a été faite par Feynman. Et lorsque il prend
il se prend dans un exemple extrêmement simple, une particule dans un espace à une dimension. Donc, la position de la particule, c'est Q, et en fonction du temps. Et alors voilà, il va voir un peu, il va faire la théorie du mouvement de cette particule. On part d'un état initial, Q0, et puis on arrive à l'état final, Qn. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va intercaler dans cette évolution, il va intercaler toutes les positions que pourrait occuper la particule. C'est-à-dire qu'il va donc sommer sur toutes les possibilités d'aller de Q0 à Qn. Et alors là, il écrit ça comme une intégrale. Hein, c'est une intégrale, alors c'est une intégration fonctionnelle. Ce grand D, ça n'est pas une intégrale habituelle, c'est une intégrale sur, en quelque sorte, c'est une intégrale sur une infinité continue de variables. C'est extrêmement curieux. Donc, il définit ceci, donc c'est une intégrale fonctionnelle. Et alors, ce qu'il sort de ça, c'est que cette théorie lui permet de passer facilement de la théorie classique à cette théorie quantique. Et il va montrer qu'avec cette façon d'intégrer sur tous les chemins possibles, il va montrer qu'il y a un chemin qui est favorisé par une limite qui est la limite classique qu'on appelle le principe de moindre action. Le chemin que peut prendre une particule pour se mouvoir, c'est de minimiser une certaine quantité qui est la quantité d'action. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette intégrale sur tous les chemins possibles, vous avez, si vous prenez un chemin et puis un qui est très proche de lui, si vous êtes près du chemin classique, vous allez trouver que tous ces chemins diffèrent peu du chemin classique. Donc, ils ont, dans l'intégrale sur tous les chemins possibles, vous allez avoir la possibilité que tous les chemins, leur contribution s'ajoute de manière cohérente. Alors, si vous êtes loin du chemin classique, comme ici, dans le chaos, les effets vont s'annuler. Et donc, vous pouvez comprendre que c'est parce que ce qu'il voulait, c'était de formuler la physique quantique de façon à ce qu'elle redonne au moins approximativement la physique classique. Parce qu'après tout, comme nous voyons la physique classique, ça marche très bien. Et c'est seulement dans des cas très, très particuliers que ça ne marche pas. Et donc, avec cette théorie, sa reformulation en fonction de l'intégrale de chemin, il a introduit une quantité extrêmement importante qu'on appelle l'amplitude de probabilité. Alors voilà ce qu'il dit. Je le lis pour bien inciter sur l'importance de cette transition. Pour tout processus ou transition, on déterminera l'ensemble des voies qui sont quantiquement indiscernables. Qu'est-ce que ça veut dire des voies quantiquement indiscernables? Ce sont des voies qui diffèrent par un tout petit grain d'action, le quantum d'action, la constante de Planck. Donc on déterminera l'ensemble des voies quantiquement indiscernables que peut emprunter le processus. On attachera à chacune de ces voies une amplitude de probabilité de transition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une amplitude de probabilité de transition? C'est en quelque sorte la racine carrée d'une transition, d'une probabilité, excusez-moi. Si vous prenez le carré de l'amplitude, vous avez une probabilité. Mais en fait, c'est une racine carrée complexe, c'est-à-dire que vous avez une phase qui s'introduit dans cette racine carrée. Et on sommera de façon cohérente avec la possibilité d'interférence toutes ces amplitudes pour construire l'amplitude totale du processus dont le carré du module donnera la probabilité. Et c'est ce programme que j'ai évidemment très rapidement décrit, qui est le programme de l'intégrale de chemin de Feynman, qui en fait a abouti aux très spectaculaires avancées qui sont récentes, en particulier de la physique des particules. Alors, je vais essayer de vous donner l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer sur cette sommation sur tous les chemins possibles. C'est l'expérience des fentes Young. Vous prenez une source de lumière
et vous la faites passer à travers un écran percé de 2 fentes. Et alors, vous émettez des ondes sphériques qui vont se partager en deux parties, une partie qui passe par la première fente et l'autre par la deuxième fente. Et ces deux entités, ces deux ondes, ces deux rayonnements vont avoir des interférences. Et il va y avoir des franges sombres et des franges lumineuses. Alors ça, je dirais, c'est cette expérience-là, quand elle se présente ainsi, vous pouvez la faire, vous pouvez prendre une photo, un instantané, et ça, c'est global. Hein, ces fentes-là, cette image, vous la voyez globalement. Maintenant, on sait que la lumière a aussi une représentation corpusculaire, ce qu'on appelle les photons. Les photons, alors que l'onde peut se partager en 2 parties, une partie qui passe par la fente du haut, une partie qui passe par la fente du bas, qui interfère ensuite, les photons, soit ils passent en haut, soit ils passent en bas. Donc, ça, maintenant, les photons, c'est plutôt le point de vue local. Et alors, ce qui se passe, c'est que on s'est dit au tout début, là, au début de la physique quantique, on a fait il y a eu toute une argumentation avec Bohr, et puis on a essayé de faire des expériences de pensée. Est-ce qu'on pourrait voir ces photons? Et d'autre part, dans la physique quantique, on avait vu aussi que, grâce au travail de De Broglie, s'il est vrai que la lumière, qui est une onde, a une représentation corpusculaire, les particules, les atomes, les électrons, eux aussi ont une représentation globale, une représentation ondulatoire. Donc on s'était dit, après tout, est-ce qu'on va pouvoir faire des expériences de pensée qui nous permettraient de montrer le caractère corpusculaire de la lumière et le caractère ondulatoire des atomes ou des molécules même. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces expériences de pensée, qui étaient présentées comme vraiment des défis à la physique quantique, eh bien maintenant, on sait les réaliser. En particulier, par exemple, dans des expériences telles qu'elles se sont faites, qu'elles se font au laboratoire Cutler-Brossel de l'École normale supérieure, dans lequel a travaillé mon frère et travaille mon frère. Et il a développé une technique de refroidissement des atomes à des températures très très proches du zéro absolu, et puis il a pu faire des expériences, de réaliser l'expérience de pensée qui consiste à faire passer les atomes un par un dans une expérience de Young, des doubles fentes, et de montrer qu'il y a des interférences qui apparaissent. Et effectivement, c'est ce que l'on voit dans la chose suivante. On fait passer ces atomes, on les fait passer avec une faible intensité, et quand on a 200 impacts, on ne voit pas grand-chose ici, et si on a 1000 impacts, on commence à voir apparaître des franges, et à 5000 impacts, vous avez réussi à réaliser l'expérience de pensée en question et à montrer la validité de la dualité onde-corpuscule qui est la coexistence locale globale telle que l'a souhaité M. Vergelli tout à l'heure. Et alors, les autres expériences, il y a eu de nombreuses autres expériences. Alors, dans le débat entre Bohr et Einstein, il faisait des raisonnements montrant si on pouvait, il essayait de montrer un dispositif tel qu'on pouvait l'imaginer à cette époque. Évidemment, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Donc, ça, c'était des expériences de pensée qui permettaient de tester les prédictions de la théorie quantique. Il y a eu aussi une autre expérience de pensée qui était proposée par Schrödinger avec le fameux chat de Schrödinger qui était à la fois mort et vivant. Eh bien, on sait maintenant, par exemple, c'est un des collègues de mon frère Claude, la Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel en 2012. Il a réussi à réaliser, en quelque sorte, à faire un chat de Schrödinger en laboratoire. Alors, c'est un ensemble de quelques photons qui sont enfermés dans une cavité, mais enfin, c'est la même chose c'est censé être une réalisation de l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, et on a pu le faire, on a pu montrer qu'il peut y avoir, dans certaines circonstances, un chat de Schrödinger qui serait à la fois
morts et vivants. Donc voilà, ça c'est. Alors, il se trouve que cette théorie quantique des champs, elle a permis ensuite d'aboutir, de se développer, et elle arrive maintenant à ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui a atteint un triomphe en 2012 avec la découverte du fameux boson de Higgs. Bon. Alors maintenant, j'en arrive au deuxième aspect, qui est celui qui concerne la cosmologie moderne. Eh bien, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réussi l'expérience de pensée, de cosmogonie scientifique qui est réalisée de la façon à l'aide d'algorithmes. C'est ce que j'appelle, en fait, c'est des simulations numériques. Alors, qu'est-ce que j'entends par cosmogonie scientifique? C'est le père de la théorie, ce qu'on a appelé le père de la théorie du Big Bang. C'est un peu le père de la cosmologie moderne. C'est le chanoine Georges Lemaître qui a écrit un petit ouvrage de vulgarisation sur l'hypothèse de l'atome primitif, un essai de cosmogonie. Alors, ce qu'il appelle une cosmogonie, l'objet d'une théorie cosmogonique est de rechercher des conditions initiales idéalement simples, d'où a pu résulter, par le jeu des forces physiques connues, le monde actuel dans toute sa complexité. C'est-à-dire la cosmogonie scientifique, c'est une expérience de pensée de cosmogonie scientifique, c'est essayer de recréer une sorte d'univers en laboratoire. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on sait le faire actuellement, algorithmiquement. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, il s'est passé que on a redécouvert une propriété qui était prévue dans la théorie de la cosmologie moderne, c'est le rayonnement de fond diffus du fond cosmologique. Vous voyez, quand à une certaine période, quelque chose comme 370 000 ans après le Big Bang, on avait un état dans lequel on a des noyaux et des électrons qui n'étaient pas liés, mais qui interagissaient en s'échangeant des photons. Et puis, quand l'univers s'est refroidi, les atomes neutres se sont produits, et a été émis un rayonnement de photons, de rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement, on s'est rendu compte que si on était capable de le mesurer avec une très grande précision, il nous donnait une information phénoménale. Parce qu'il nous donnait la carte du ciel tel qu'il se présentait il y a 370 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire quelque chose comme 13 milliards dans le passé, il y a 13 milliards d'années. Hein. Eh bien, cette carte, elle a été produite par l'expérience Planck, et alors elle est d'une précision extraordinaire. Eh bien, on s'est rendu compte que si on la mettait en relation avec d'autres phénomènes qui permettaient d'avoir les étoiles, les supernovae, ce rayonnement de fond cosmologique, et puis aussi une quantité qu'on appelle les ondes baryoniques acoustiques, mais je ne rentre pas dans les détails. On est arrivé à une cosmologie qui se résume dans cette petite région ici, qui est extrêmement étroite et qui est d'une précision extraordinaire. Et d'autre part, on s'est rendu compte aussi que la lumière qui nous vient de ce rayonnement de fond cosmologique, avant d'arriver au détecteur qui se trouve dans l'espace, elle subit des déformations qui sont dues aux effets de l'antigravitationnel. Donc on a été capable de tenir compte de cet effet, de remonter à la distribution du rayonnement de fond cosmologique indépendamment de ces déformations, et on a pu trouver la distribution de la quantité qui provoque ces antigravitationnels et qu'on appelle la matière sombre. Et donc on a été aussi capable d'avoir la carte de la matière sombre. On a vu la carte de la matière visible et la carte de la matière sombre. Et donc, on est arrivé à une cosmologie qui est d'une précision fantastique. Et cette cosmologie de très grande précision, elle nous permet, en gros, de décrire ce qu'avec Michel Spiro, nous avons appelé
le grand récit de l'univers. Donc on a un récit qui nous permet de dire voilà ce qui se passe. On a une époque très proche du Big Bang, on a une époque dite de grande unification, l'époque électrofaible, l'époque des quarks, l'époque des hadrons, etc. La nucléosynthèse, c'est-à-dire que là se sont formés les noyaux lourds dont est faite la matière devient dominante, l'émission de fonds diffus cosmologiques, et puis aujourd'hui, et on a maintenant un univers qui s'est bien stabilisé, qui est bien gentil et qui semble aller vers plutôt une sorte de mort thermique. Donc, on est arrivé à cette description qui est absolument vraiment une avancée, alors que c'est une discipline qui n'existait pas il y a seulement 60-70 ans. Hein. Alors, tout ceci se traduit par des évolutions dans la compréhension théorique. Alors là, j'ai pris ce diagramme. D'après le livre de Carlo Rovelli, la réalité n'est pas ce que nous pensions, ce qu'il semble. Et voilà il donne quelques étapes. À l'époque de Newton, on avait l'espace, le temps et les particules. Avec Faraday et Maxwell, on a commencé à rapprocher les champs et les particules. Avec Einstein en 1905, on s'est rendu compte que l'espace et le temps doivent être rapprochés. On a l'espace-temps. Pour le moment, les champs et les particules sont restés séparés. En 1915, Einstein arrive à une autre avancée très importante, celle de la relativité générale. Il commence à relier l'espace-temps aux champs. Il obtient ce qu'on appelle les champs covariants. Les particules sont restées de côté. Mais avec la physique quantique moderne, on a unifié les champs et les particules, on a les champs quantiques et on a l'intégrale de chemin dont je vous ai parlé. Et pour le moment, l'espace-temps reste de son côté. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de voir, et c'est ce que suggère Carlo Rovelli, c'est qu'on va réunir l'espace-temps aux champs quantiques et on va obtenir ce qu'il appelle les champs quantiques covariants. Et alors, ce que je vais vous montrer pour terminer, c'est qu'en fait, on a un petit peu précisé les choses, et toute cette précision est venue au fait qu'on a dû tenir compte de certaines constantes universelles. Il y a la constante de Boltzmann, K, la constante de Planck, H. Dans les champs covariants tiennent compte, l'espace-temps tient compte de la constante C, la vitesse de la lumière. Les champs covariants tiennent compte de G et de C. La mécanique quantique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tient compte de H et de C. Elle met ensemble H et C. Et donc, la cosmogonie quantique qui est en train de se faire, elle devrait fonctionner avec la théorie quantique des champs covariants et elle mettrait les 5 constantes universelles du même genre. Alors, ces constantes traduisent toutes des principes d'impossibilité. Mais si vous prenez compte de ces... Alors, c'est-à-dire c'est là, vous ne pouvez pas les négliger. Vous ne pouvez pas négliger... vous voyez, G, H, K et lambda sont très petits dans les unités de la physique macroscopique. Et C est très grand dans les unités de la physique macroscopique. Donc, vous ne pouvez pas faire C infini, vous ne pouvez pas faire G, C, H, K, lambda, G, H, K, lambda égaux à 0. Puisque vous ne pouvez pas les mettre ni à l'infini ni à 0, vous les mettez à 1. Et donc toute la physique va se faire avec des nombres. Et si la physique peut se faire avec des nombres, alors vous pouvez la mettre sur ordinateur et vous pouvez faire des algorithmes. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'avec ça, vous pouvez réaliser l'expérience de pensée qui consiste à recréer un univers en laboratoire. Et c'est ça qui a été fait. Et ça donne ceci. Ça, c'est une simulation. Alors, c'est une tranche de cet univers dans lequel vous voyez cette espèce de réseau. Ces lignes sombres-là, c'est des lignes de matière sombre ou de matière noire. Et dans les endroits où il y a des petits points jaunes, là, etc., c'est que là, vous avez une très grande densité, c'est là que vous avez la matière. La matière ordinaire, la matière visible ordinaire,
c'est moins de 5% du contenu total de l'univers. Tout le reste, c'est de la matière noire. Et cette matière noire, elle a l'air de se mettre sur ces espèces de filaments. Alors voilà, moi je trouve ça assez bouleversant. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous regardez un autre domaine de la science, la biologie du cerveau, et vous regardez le réseau de neurones, eh bien vous apercevez de la chose suivante, c'est ceci. À gauche, vous avez un réseau de neurones. En haut, il y a ce qu'on appelle la matière blanche, c'est de la glie. Et la matière grise, c'est la matière dont est fait le cerveau. Hein. Et l'auteur de cette photo a mis ici le web, la toile d'araignée du cosmique, telle que celle que je vous ai montrée. Bien, vous voyez ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous pouvez presque superposer ces deux images. Voilà. Je voulais simplement vous suggérer qu'à partir du moment où on est capable de faire une simulation de l'univers à partir de nombres purs, c'est une simulation de nombres purs, l'échelle que ça représente, c'est vous qui décidez. Vous pouvez dire après tout que le contenu de neurones, le réseau de neurones, le web de neurones que nous avons dans nos cerveaux, ça ressemble beaucoup au web de l'univers. Alors, est-ce que ça va dans le même sens un peu que ce qui a été dit précédemment? Je le soumets à votre réflexion et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et puis surtout cette conclusion vraiment qui, je pense, qui laisse à réfléchir et qui va nous conduire peut-être à quelques échanges. Peut-être Bertrand Vergely veut peut-être réagir dans un premier temps avant qu'on pose des questions ou... Ah ben, je trouve extraordinairement suggestif la relation qu'il y a entre le cerveau et l'univers, et ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai dit. Et là, nous rentrons, c'est-à-dire que quand on rentre à un moment dans l'analyse de ce qu'est le cerveau et l'analyse de l'univers, finalement, on rentre dans l'esprit et on s'aperçoit que l'esprit n'a pas de frontières. Et ça, c'est une extraordinaire intuition que l'on a chez, par exemple, Pythagore et Platon, et qui est confirmée par Kant et qui est confirmée par la philosophie, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voilà, ça, je trouve ça incroyable comme idée. C'est quelque chose dont Bergson a eu également l'intuition, dans la mesure où, à un moment, il avait le sentiment qu'il y avait une relation entre la mémoire, l'univers et le cerveau, et que l'univers pouvait subsister en tant qu'univers parce qu'il était une gigantesque mémoire. Voilà, donc il y a des choses ici absolument vertigineuses et magnifiques. Eh bien, merci. Je vais prendre des questions. Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent poser des questions? Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque pour Monsieur Vergely. Votre partie m'a beaucoup fait penser au livre de Bruno Latour, Oui. Ou atterrir. Je ne sais pas si vous l'avez lu Non. justement. Après, c'est plus dans le champ écologique, mais justement, la relation locale et globale, enfin, ne pas s'enraciner dans le global et dans le local et prendre tous les bons attraits du global, ça m'a vraiment, enfin, surtout avec le sacré et la liberté, ça a beaucoup fait penser à ces problématiques-là. Voilà, c'était juste. D'accord. Est-ce que vous pouvez repréciser la thèse développée par Bruno Latour pour que je puisse bien l'avoir à l'esprit? Alors, en fait, c'est non, c'est son avant-dernier ouvrage, du coup, qui doit dater de 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, toute la thèse du livre, c'est un peu trouver une direction
dans la période dans laquelle on est par rapport aux problèmes écologiques. Donc, il oppose plusieurs mouvements. Donc, le front de modernisation mené par les modernes et des choses plus directement vécues par ce qu'il appelle les terrestres, que ce soit êtres humains ou végétaux. Et du coup, il y a une partie du livre qui est du coup où atterrir, c'est aussi savoir se situer au niveau local et global. Et du coup, il fait la différence au niveau global entre la mondialisation plus et la mondialisation moins, donc qui sont les aspects positifs qu'on peut tirer de la mondialisation. Par exemple, l'échange en réseau et le partage de connaissances, c'est quelque chose de très bien, mais en mondialisation moins, on peut avoir par exemple tous les excès du commerce, par exemple, ouvrir des routes dans l'Arctique, et il fait aussi cette distinction entre local plus et local moins. Local moins dans le fait que si on reste trop enraciné sur un territoire, c'est négatif et on coupe les ponts, mais on peut aussi avoir de belles initiatives collectives et de réappropriation d'un territoire vécu au niveau du local plus. Et du coup, les interactions des expériences personnelles, comme vous disiez, avec la beauté qui peut être vécue, mais aussi universelle, par exemple, ça me faisait beaucoup penser à ça. Ben, écoutez, d'abord, vous le résumez très bien et je crois très intelligent de distinguer le local plus, le local moins, le global plus et le global moins. Et surtout, ça va dans le sens de ce que j'essaye de montrer, c'est que les choses les plus intelligentes qui soient quand on pense le local et le global, c'est de ne pas réduire la tension et de dire il y a au niveau attention, il se passe des choses très spécifiques au niveau du local, il se passe des choses très spécifiques au niveau du global et il faut toujours avoir le sens des spécificités, ce qui oblige l'esprit à être toujours en état de nouveauté quand il aborde ces champs et ne pas. Le gros problème, c'est les simplifications dans lesquelles on est, et en particulier ce qui nous menace toujours, mais ça va de même avec la réduction finalement empirique et locale. On a une vision trop globale et on pense que tout se réduit par la globalisation et on rentre dans une guerre entre le local et le global. Et par ailleurs, il y a une espèce de crispation sur le local. Je dirais que on veut à la fois protéger sa propre identité et en même temps participer à l'universalité, et on ne réfléchit pas et on ne travaille pas. Donc, si vous voulez, il faut travailler sur le global, travailler sur le local et respecter à chaque fois les spécificités. Voilà. Et donc, effectivement, ce que vous dites de Bruno Latour me paraît très pertinent et aller dans ce sens-là. Si je pouvais réintervenir là-dessus, je pense qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec l'idée. Je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas essayer de réduire cette tension entre le local et le global. Et je pense qu'au contraire, par exemple, le concept de champ quantique est exactement quelque chose qui accepte cette tension. C'est-à-dire, le champ quantique, c'est un champ, donc c'est global, évidemment, mais ces manifestations ont quelque chose de spécifique à cet objet qu'on appelle le champ quantique. La manifestation, c'est un événement. C'est un événement d'émission ou d'absorption d'un quantum élémentaire du champ. Donc, le champ, il est à la fois global et local. Vous voyez, donc c'est vraiment le point que l'on a dans cette dualité onde-corpuscule. Cette dualité, c'est pas, c'est vraiment, il est onde et il est en même temps corpuscule. Voilà. Merci pour cette remarque. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Oui, alors Malak. Alors, Malak l'a écrite. Je vais la lire alors. Dans ce cas-là, Malak, vous ne pouvez pas prendre la parole? Bon, ok. Je vais lire sa question.
Pensez-vous que l'unification des lois physiques va supprimer ou même les notions du global et du local? Alors, je répète. Donc, pensez-vous que l'unification des lois physiques va supprimer les notions de global et du local? C'est ça? Ou unifier? Voilà, il manquait un terme. Ou unifier. Donc, supprimer ou unifier Non, elle va plutôt les unifier. notions de global et de local. Je pense qu'elle vise plutôt à unifier, à les mettre, à ne pas réduire cette tension. En fait, c'est cette tension qui est l'objet intéressant. Moi, ce que je retiens chez vous, c'est la notion d'expérience de pensée. Ah oui. Vous êtes revenu à plusieurs reprises et je trouve que c'est un très beau concept. Et je trouve que c'est très bien pour penser le local et le global, de dire attention, dans le local, il y a une expérience de pensée, dans le global, il y a une expérience de pensée, les physiciens font des expériences de pensée. Là, je pense qu'on est au cœur de la véritable science, vous voyez, des expériences de pensée. Ça me paraît absolument essentiel. Alors effectivement, c'est d'ailleurs cette notion d'expérience de pensée, elle a été très mise en avant dès le début des débats par Einstein. Oui. C'est Einstein qui a mis en avant cette idée. Et ce que je constate, effectivement, j'ai pu le constater parce que j'ai travaillé depuis plusieurs années. Je suis, moi, un physicien des particules, mais en fait, depuis plusieurs années, je me suis tourné de plus en plus vers la cosmologie. Et je viens de terminer un papier avec un collègue qui s'appelle Jean-Pierre Gazeau, dans lequel nous avons justement, nous sommes partis de cette idée des expériences de pensée. Mais par exemple, pour la cosmologie, dans le débat qui a eu lieu au tout début de la cosmologie, en 1916-1917, entre Einstein et De Sitter, ils ont été confrontés à une expérience de pensée. L'expérience de pensée, ça consiste à dire, voilà, supposons qu'on enlève toutes les particules, toute la matière que l'on connaît dans l'univers, qu'on la mette de côté, et puis qu'on prenne une seule particule qui va servir de corps d'essai. Est-ce que cette particule aura de l'inertie ou pas? Alors, cette expérience de pensée, alors voilà. Alors, ce que disaient De Sitter et Einstein, ils disaient, si on dit que cette particule n'a pas d'inertie, eh bien, on est en contradiction avec les théories de la relativité générale. En fait, d'après Einstein, d'après la théorie de la relativité générale, l'inertie, c'est la gravitation exercée sur une particule par le reste de l'univers. Donc, c'est une expérience de pensée, d'enlever toutes les particules. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que la cosmologie moderne a pu réaliser cette expérience de pensée. C'est vraiment extraordinaire. On a pu réaliser cette expérience de pensée. Les débats aussi que Einstein faisait avec les pères fondateurs de la physique quantique, c'était des expériences de pensée. Et au cours de la fin du XXe siècle, à partir des années 80-90, on a commencé à réaliser, à mettre en œuvre ces expériences de pensée. Et c'est ça qui a abouti d'ailleurs à un renouvellement très profond de l'interprétation de la mécanique quantique, de la physique quantique, et qui a fait beaucoup avancer les choses. Et cette réinterprétation de la physique quantique, elle n'est pas terminée. Hein. On continue à se poser des questions. Et ce qui est assez formidable, c'est que, vous voyez, donc, d'une part, la physique des tréfonds de la matière a fait des progrès formidables avec le modèle standard. Et la physique des confins de l'univers, avec la cosmologie, a fait des grands progrès. Et on s'aperçoit avec les deux physiques ont ce qu'on appelle maintenant des modèles standards. C'est-à-dire que on peut essayer d'améliorer ce modèle standard.
on peut essayer de faire mieux. Mais si on fait une théorie alternative, elle n'a pas le droit de faire moins bien que les modèles standards. Donc ces modèles standards sont extrêmement contraignants pour la pensée. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a maintenant ces deux modèles standards qui semblent être compatibles pour décrire les confins de l'univers et les tréfonds de la matière. Et ça semble se mettre à converger. Et donc, on a des perspectives d'avancer encore énormément. Voilà, donc, et ça, je dois dire qu'après vous avoir entendu, j'ai trouvé que c'est extrêmement encourageant c'est extrêmement encourageant pour les scientifiques. Et je dois dire que on est dans ce moment dans une crise. Cette crise sanitaire, c'est quelque chose de terrible, hein, qui nous est tombé dessus. On n'est pas encore sorti, on n'en est pas encore sorti. Mais le fait que, en moins d'un an, on a été capable de faire des vaccins, c'est quand même quelque chose d'encourageant pour les capacités de l'esprit humain, hein, parce que c'est quand même quelque chose, quand on sait ce que c'est que l'immense complexité du monde, je dirais pas du monde microscopique, mais du monde mésoscopique, hein, qui est à la moyenne, comme vous le disiez, entre le grand et le petit. Hein. Les virus, c'est exactement l'échelle du mésoscopique. Quand on voit la complexité du monde des virus, du monde des bactéries, c'est hallucinant, quoi. Eh bien, qu'on commence à un peu maîtriser cette complexité, je dois dire que c'est encourageant. Voilà, j'ai ressenti ça en vous entendant parler. Merci. Il y avait une autre question apparemment, enfin c'est Adrien. Adrien, est-ce que tu peux préciser ta question? C'est Adrien Dubuis. Il a parlé de la théorie du tout, mais alors, je ne sais pas ce qu'il entendait par là. Peut-être que ça vous parle. Ah, voilà. Bon, alors en attendant, il y a Malak qui a posé une autre question. Est-ce qu'on peut considérer que les particules possèdent une conscience puisqu'elles dépassent les localités et le global? Non, je ne dirais pas ça. Vous avez entendu Moi, la je question? pense qu'on ne peut pas dire ça parce On ne que peut pas dire ça. la conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on possède comme un objet. La conscience, c'est quelque chose que l'on est. Et donc, que nous soyons dans un univers extraordinairement intelligent où l'information circule et où, finalement, tout le monde est affecté par cette information, ça, je pense que ça me paraît juste. Mais attention à ne pas, à un moment, tout confondre et à comprendre, à gommer ce qui fait la spécificité d'une conscience. Vous comprenez? Il y a quand même la conscience, ça se vit et c'est une personne qui la vit et qui la vit globalement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Hein. Mais voilà, donc je pense qu'il faut bien distinguer les choses, autrement on est dans la confusion. Je pense, effectivement, je pense que c'est très, très clair. Alors, il y a une autre question qui a été posée donc par Tan. Est-ce que vous pouvez expliquer comment la constante de cosmologie commence à revenir dans l'équation d'Einstein? Ah, oui, alors, effectivement, euh, c'est une histoire qu'il faut raconter, effectivement, sur les débuts de la cosmologie. Ce qui s'est passé, c'est que Einstein, lorsqu'il a développé sa théorie de la relativité générale, s'est très rapidement rendu compte que
s'il y avait un cadre, un contexte dans lequel la théorie de la relativité générale devait fonctionner, c'est plutôt en cosmologie, c'est-à-dire pour l'univers dans son ensemble. Donc il a essayé de tester, en gros, sa théorie sur un modèle d'univers. Alors voilà ce qu'il a fait, il a commencé à regarder, il dit, je regarde le ciel, je m'aperçois qu'il n'y a pas de grands mouvements, de mouvements très rapides dans l'univers, alors que la cosmologie relativiste, elle devrait fonctionner pour des vitesses proches de celles de la lumière. Donc il va essayer de prendre un modèle statique de l'univers. Et il a essayé de voir est-ce que ça pouvait marcher. Mais il se rend compte que, étant donné que la gravitation est une attraction universelle, si vous appliquez la théorie de la relativité générale, et d'ailleurs même aussi la théorie de Newton, ça aboutirait à la même conclusion, l'univers devrait s'effondrer sur lui-même, sous l'effet de sa propre gravitation. Or, apparemment, il n'en est rien. Alors ça, il trouvait, bon, il avait une contradiction, et donc il s'est souvenu d'un terme qu'il avait oublié, qu'il avait négligé, lorsque 2 ou 3 ans auparavant, il avait essayé d'établir des équations de la relativité générale. C'est le terme dit de constante cosmologique. Ah, il s'est rappelé ça, donc il a remis. Et il s'est rendu compte que ce terme de constante cosmologique produit un effet qui est en quelque sorte une répulsion cosmique. Donc la constante cosmologique empêchait l'univers de s'effondrer sur lui-même. Bon. Alors il a publié un papier là-dessus. Il s'est tout de suite fait un peu reprendre, en particulier par De Sitter, qui lui a dit non mais ça, qu'est-ce que vous appelez univers statique? Qu'est-ce que ça veut dire statique dans le cadre d'une théorie de la relativité générale? S'il est statique dans un certain repère, il ne sera plus statique dans un autre repère. Donc il a critiqué là-dessus. Et donc, et d'autre part, il y a des gens qui ont commencé à se rendre compte que l'équation d'Einstein pouvait très bien marcher avec un univers en expansion ou un univers en effondrement. Il n'y avait aucune raison de... Bon. Et d'autre part, il y a des gens qui ont Edison, qui a montré que l'équilibre que Einstein voulait avoir en rajoutant son terme de cosmologique était un équilibre instable. Et ça, Einstein dit, si je commence à travailler avec des équilibres instables, c'est ce terme de constante cosmologique, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Donc, il l'a abandonné. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans les progrès de la cosmologie moderne, la constante cosmologique est revenue. Elle a fait un comeback, comme on dit. Elle a fait un comeback assez fracassant. Et donc, elle est là, elle est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, dans le débat que Einstein avait en particulier avec Georges Lemaître, parce que Georges Lemaître a précisé que cette constante cosmologique, du moment qu'on peut l'avoir dans les équations, la mettre de côté, la mettre à zéro, c'est complètement arbitraire, après tout. Et il a réussi, il a tenu tête à Einstein dans son débat. Et en fait, finalement, il avait raison. On a cette constante cosmologique. Elle joue un rôle essentiel. Et je pense, voilà, alors, personnellement, ça c'est une idée que j'ai développée en particulier dans l'article que je vous ai cité avec Jean-Pierre Gazeau. Je pense que le rapprochement entre la cosmologie et la physique des particules rend nécessaire d'avoir plusieurs quanta élémentaires. Il y a un quantum élémentaire que tout le monde admet comme un vrai quantum élémentaire, c'est le quantum d'action, la constante de Planck. Mais ce que les expériences de pensée qui ont été réalisées en physique quantique nous ont permis de comprendre que, en réalité, la physique quantique n'est pas seulement avec un seul quantum. Elle a 2 quantums. Il y a la constante de Planck et il y a aussi la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, c'est un quantum d'information ou un quantum d'entropie.
C'est-à-dire que si vous voulez avoir une certaine information, vous ne pouvez pas ne pas avoir à la payer par une information que vous négligez. Donc, c'est de l'entropie. Donc, s'il y a un quantum d'action, il doit y avoir aussi un quantum d'entropie. Bon. Et d'autre part, maintenant, quand on arrive à la cosmologie, on s'aperçoit aussi qu'il y a des quanta. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle l'air, la surface élémentaire de Planck. Alors, cette surface élémentaire de Planck, c'est une constante qui a les dimensions d'une surface, qui fait intervenir H, qui fait intervenir G, la constante de la gravitation, et qui fait intervenir C, la vitesse de la lumière. Alors, c'est très petit, hein, et on peut dire que c'est le pixel élémentaire de l'espace-temps. C'est un atome d'espace-temps. Si vous voulez avoir un quantum d'information, il peut être porté par un pixel. Alors, c'est 10 puissance moins 66 centimètres carrés. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand. Hein. Ça veut dire que si vous avez un écran qui aurait cette résolution, vous auriez 10 puissance 60 mégapixels par centimètre carré. Vous avez les écrans de vos smartphones, c'est quelques mégapixels par centimètre carré. Hein. Mais là, vous aurez 10 puissance 60 mégapixels. Eh bien, ce qui s'est passé avec le retour de la constante cosmologique, c'est que la constante cosmologique, c'est un quantum. C'est un quantum de courbure. Ce que la relativité générale explique, c'est que la gravitation, c'est de la courbure d'espace-temps. Eh bien, le quantum de courbure, vous pouvez imaginer que c'est très, 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 très petit. Il faut des quantités énormes de matière pour arriver à courber l'espace-temps de manière perceptible. Mais le quantum de courbure, la constante cosmologique, c'est en dessous de cette courbure, il n'y a rien, il n'y a pas de courbure. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est qu'on aurait maintenant pour la théorie qui unifierait gravitation et physique quantique, ou relativité générale de physique quantique, ou cosmologie et physique des particules, c'est une théorie à 4 quanta. Donc vous allez vous dire, ah mais c'est épouvantable. Déjà avec un quantum, on s'est cassé la tête d'une façon terrible. Mais si vous en avez 4, plus la vitesse de la lumière, vous n'allez jamais en sortir. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces constantes qui sont des limites que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas faire abstraction. Et pour ne pas en faire abstraction, vous les posez à 1. Et si vous les posez à 1, il n'y a plus que des nombres. Et si vous avez des nombres, eh bien, vous pouvez faire de la simulation numérique. Et alors, la simulation numérique, c'est fantastique. Hein. Alors là, les jeunes là, qui sont des étudiants ici, ils savent que l'on a avec les jeux vidéo, que vous avez des possibilités de créer des réalités artificielles. C'est assez formidable. Bon. Eh bien, ces simulations, c'est ce que j'appelle une réalisation algorithmique d'expériences de pensée. Et on peut commencer à faire des expériences de pensée vraiment à bon marché. Hein. Avec un smartphone, vous faites des expériences de pensée maintenant. Hein. Voilà. C'est une drôle de signe. Alors, cela étant, je pense qu'il y a un proviso qu'il faut être prudent. C'est d'ailleurs quelque chose qui apparaît je vais le remontrer. Je vais le remontrer, voilà. Ici, pour cette figure, j'ai rajouté « Ceci n'est pas un univers ». Et ça m'a fait penser au tableau de Magritte. Vous savez, il y a une pipe qui est dessinée avec une précision extraordinaire et il dit « Ceci n'est pas une pipe ». De même, ceci n'est pas un univers. Il ne faut pas confondre une simulation avec le réel. Il faut bien comprendre les limites de ces expériences de pensée. Il faut en être conscient. Il faut être conscient que ce n'est que des expériences de pensée. Ça me semble être aussi une leçon extrêmement importante à avoir présente à l'esprit. Voilà. Merci, Gilles.
Alors, j'ai vu passer une autre question toujours de Tan Trung. Alors, il nous pose la question. Alors, il revient là sur la notion de quantum de courbure que vous venez d'aborder. Et il dit, il pose la question, est-ce qu'on pense que la constante cosmologique est liée à la matière sombre? Oui, elle est liée à la matière sombre. Mais elle est plutôt, la constante cosmologique, vous savez qu'on a distingué, il y a deux composantes sombres dans la cosmologie actuelle. Il y a l'énergie sombre et la matière sombre. La constante cosmologique, c'est l'énergie sombre. Et en fait, elles se distinguent l'une de l'autre par leur signe. Il y a une qui est une courbure positive et l'autre qui a une courbure négative. Et en fait, elles se compensent pour faire qu'on arrive à décrire la cosmologie dans un espace-temps sans courbure. C'est curieux. Cette simulation que je vous ai montrée, elle se fait dans un espace-temps sans courbure. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, je pense que c'est bon, apparemment. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir sur, du coup, s'il n'y a plus de questions, je voudrais revenir sur votre dernière planche que vous aviez présentée. Et je pense qu'il y a un lien évident avec ce que disait Bertrand tout à l'heure, puisque on parlait de la mémoire à un moment donné, et donc le cerveau, évidemment, nous fait penser à la mémoire, et d'un autre côté, une mémoire du cosmos aussi, quelque part aussi. Et ça me fait aussi rebondir sur ce que tu disais, Gilles, sur l'information, le rôle de l'information, puisque la mémoire, c'est aussi de l'information, quelque part. Et je trouve que il y a une sorte de ça se réfléchit tout ça. Il y a une sorte comme un miroir entre le cerveau et puis et notre pensée, en fin de compte, l'information et le cosmos. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, les deux, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à dire autour de ça. Moi, personnellement, je n'en dirai pas plus. Je pense qu'effectivement, il y a cette possibilité, mais probablement, je pense que Bertrand Vergély ira peut-être un petit peu plus loin que moi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui est étonnant et qui permet d'unifier beaucoup de choses, c'est que nous sommes dans un monde vivant et qu'un monde vivant est un monde autoréflexif et que les choses se vivent. Les choses, et donc c'est ça qui permet le lien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un univers inerte, nous sommes dans un univers dynamique, et dans un univers dynamique, à un moment, bien, il y a une émission, une réception et quelque chose dans la réception qui tout d'un coup s'auto-réfléchit. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, bien, nous sommes dans quelque chose où tout d'un coup on peut parler de mémoire et que cette mémoire, elle parcourt l'ensemble de la réalité. Si on reprend le livre d'Edgar Morin sur la méthode, eh bien, on s'aperçoit que dans ce livre, il y a en permanence la notion de ce qu'il appelle les boucles de rétroaction, c'est-à-dire que il montre bien que la matière s'auto-réfléchit, que le cerveau s'auto-réfléchit. Et donc, quel est le lien derrière tout ça? Le lien, c'est un lien dynamique. Et ça, c'est l'extraordinaire découverte de Bergson en disant, voilà, nous avons deux manières de concevoir le monde. On peut concevoir le monde, à savoir une matière inerte dominée par des lois, ou bien on rentre dans un monde vivant, dynamique, qui s'auto-organise de l'intérieur. Là, on rentre dans une autre perspective. Et c'est là où tout d'un coup, on fait intervenir ces notions de mémoire et d'univers cerveau, de cerveau-univers. Et voilà, je pense que là, il y a des liens d'unification. Si je peux me permettre de revenir sur la question,
Quand j'ai parlé du renouveau de l'interprétation de la physique, en fait, c'est un tournant informationnel, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer la question de l'information. Et les gens qui ont travaillé là-dessus, ils ont une citation qu'ils aiment bien utiliser et qui est vue à von Fissaker, qui dit que la nature a précédé l'homme, mais l'homme a précédé les sciences de la nature. Voilà. Donc ça, je crois que, vous voyez, la science de la nature, c'est quand même l'esprit humain. Il faut quand même pas le perdre de vue. Hein. Donc, dans les sciences de la nature, vous voyez, il y a des concepts, il y a le concept de particules, mais le concept de particules, on peut pas lui attribuer une conscience. C'est bien ce qui a été dit précédemment. Vous voyez. En fait, c'est l'esprit humain qui est à l'origine de ça. Et c'est là qu'il se trouve, c'est lui qui se trouve au centre de tout. Si nous voulons aller dans le cadre d'une théorie très globale, nous pouvons dire que pour arriver à une théorie de la réalité, il faut prendre en compte la réalité, la conscience de la réalité et la relation qu'il peut y avoir entre la réalité et la conscience de la réalité qui nous amène vers une réalité de cette réalité, de cette réalité, de cette conscience. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, nos capacités de concevoir le monde se trouvent extraordinairement élargies. Bien, merci. Là, on atteint des sommets. Je crois que. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. Si vous avez un dernier mot pour cet échange aujourd'hui. Écoutez, en ce qui me concerne, ce sera surtout un moment de gratitude parce que j'ai le sentiment que nous avons eu un échange absolument passionnant et j'étais ravi de vivre ça. Je pense que pour moi, avoir la chance de ce que j'ai vécu me donne, j'ai l'impression d'avoir touché du doigt la vie de l'esprit. Et donc, pour moi, c'était un moment merveilleux. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour votre invitation et la présence de M. Tanuji qui m'a très amicalement accepté de dialoguer. Je suis enchanté. Je trouve que c'est des très beaux moments de l'existence. Voilà. Je rejoins tout à fait cette conclusion. Je suis effectivement ravi et je vraiment vous remercie d'avoir maintenu. Et bon, une petite pensée à Sylvain Hudet. Bien sûr, notre ami Sylvain. Voilà. Nous le remercions également. Tout à fait d'accord pour vous remercier très, 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 très chaleureusement. Merci à vous. Je pense que maintenant, on a fini. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion encore d'échanger dans d'autres circonstances. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous remercie beaucoup.